Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Tir. On teste des trucs. On s'améliore. Je sais pas si on s'améliore, mais on teste des trucs. Bon les gars, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que je me suis remis à poster pas mal de contenu sur mes réseaux, en particulier sur Instagram. Je teste des trucs sur des formats courts en vidéo, parce que j'avais envie de me challenger un peu. Ma porte d'entrée, c'était mon challenge 60 jours pour apprendre à maîtriser les réseaux sociaux à raison d'une vidéo par jour. Le gros point positif, c'est que ça me force à shipper du contenu, mais ça me laisse peu de temps pour réfléchir et tout. Et donc, dans le cadre de ce challenge-là, je me suis posé la question, je réfléchissais beaucoup au build-in public. Parce que dans ma veille, je tombe sur pas mal de créateurs qui le font de façon assez simple et naturelle et sur des contenus qui sont, entre guillemets, relativement faciles à produire. Mais pour une raison qui m'échappe, j'ai un peu de mal à passer le cap. Dans le sens où un peu tiraillé entre... en même temps, documenter mes journées, il y a toujours la fameuse question de qui ça intéresse, mais au-delà de ça, c'est surtout que sur le papier, tu peux te dire c'est trop cool ce que vous vivez, vous avez monté une boîte, il y a plein de gens qui bossent dedans. La réalité, c'est que la majeure partie de nos journées, on les passe quand même derrière un ordinateur assis à un bureau. Exactement. Donc, comment tu rends tout ça attrayant, jusqu'où tu pousses le curseur? Le building public aussi, je pense que ça pose une vraie question qui est... Ok, tu veux documenter le truc, tu veux être transparent, mais jusqu'où tu vas? Avec des équipes, quoi. Ouais, les implications que ça peut avoir derrière pour les équipes. Donc, tout ça pour dire, et je trouve intéressant qu'on en discute, que je suis convaincu que c'est ultra puissant comme stratégie de communication, et c'est vrai quelle que soit la plateforme, je pense que c'est vrai sur Insta, c'est vrai sur YouTube, c'est même vrai sur LinkedIn, etc. Les rares fois où je me suis autorisé à le faire sur LinkedIn, en général, c'est des posts qui ont eu pas mal d'écho, etc. Puis on voit que ça intéresse les gens. Mais je me questionne beaucoup sur la forme, sur la meilleure manière de l'amener, jusqu'où tu pousses le curseur. Et donc, je trouvais ça intéressant d'en échanger ensemble pour avoir votre avis sur le sujet. Go. Avis. Je commence ? Allez, vas-y. En fait, moi, mon avis, c'est que ça me fascine et je trouve ça hyper cool. Je peux suivre des gens comme Théo Lyon ou eux, tu vois, qui ont vraiment eu ce build-in public depuis le départ. Ce que je trouve difficile, c'est quand tu l'as pas eu dès le départ, d'arriver, tu vois, quand ta boîte fait un peu plus de 2 millions, ça fait presque je build-in public, mais quand ça m'arrange. Et en fait, ce que je trouve beau, moi, dans le build-in public, c'est quand c'est dur, et au fond, c'est dur aujourd'hui et ça sera dur encore demain, même malgré la croissance. Mais ce que je trouve beau, c'est vraiment ça, tu vois. Ce côté, comment tu arrives à... Tu sais, t'es là, tu montres à tout le monde que ta boîte, t'as pas de clients et tu dois commencer comme ça. C'est là que je trouve ça beau. Nous, comment aujourd'hui commencer quand c'est comme ça? Je pense que pour moi, l'angle d'attaque, c'est le même après surtout, mais ce que les gens attendent dans le building public, c'est aussi les difficultés, quoi. Dire, voilà, le côté authenticité. Si, je pense, tu as une boîte qui cartonne et tu fais du building public où juste ça cartonne, c'est chiant, quoi. Ou au mieux, là, tu fais de l'infopreneuriat et tu vends, tu vois, le fait de devenir riche vite, mais dans la vraie vie, c'est un peu différent. Et donc, comment tu arrives à montrer les difficultés que tu as. Et par contre, je pense que le fait d'être derrière un ordinateur, pour moi, c'est pas vraiment le problème parce que tu te rends compte quand tu suis des gens qui font du build-in public, leur vie, elle est pas dingue non plus. Ils sont souvent aussi derrière un ordi, ils se font un café, un truc. Et même Théo qui est en télétravail, ils sont full remote. Et donc, pour autant, il arrive à raconter des choses que chacun trouve ce qu'il a à trouver. Mais vraiment, le truc pour moi, c'est on en revient à notre podcast sur l'authenticité. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Et donc, le plus difficile, c'est de se montrer aussi un peu à nu, quoi. Vulnérable, quoi. Après, tu as un côté où je pense que dans le côté du coup, building public, etc., il y a vraiment, je pense, à démarquer où je pense que tu parlais aussi du côté comment je monte mon quotidien. Alors qu'un un Théo Lyon, il va jamais documenter ce quotidien. Il va se poser derrière un micro comme ça et il va raconter ce qu'il a fait, etc. Il le fait un peu, il fait des vlogs quand même, des trucs, tu vois. Ouais, mais même il documente plus que son truc, il va documenter, tu vois, son marathon, il va documenter aussi, tu vois, des choses. Ça c'est une trend, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que même si le point de départ c'est potentiellement le boulot, tu vois que très vite ils en sortent. Alors est-ce que c'est par nécessité, parce que sinon le truc devient vite redondant et en fait on a les mêmes meetings avec les mêmes personnes, potentiellement, c'est pas qu'on se parle des mêmes sujets parce qu'il y a
as une difficulté qui va se présenter, tu vas la tacler, tu vas essayer de trouver une solution, tu en as une autre qui va arriver. Donc ça, c'est inhérent à la développement de l'entreprise. Mais tu as peut-être aussi envie de... Et en fait, je pense même que quelque part, tu as presque un intérêt à montrer que tu n'es pas unidimensionnel, quoi. Ouais, Que ta vie, ça se résume pas à ta fonction, quoi. Et puis souvent, c'est lié, quoi. C'est-à-dire que même les challenges sportifs, c'est des fois lié aussi au fait que tu as besoin des fois d'avoir soit d'autres challenges, voir que tu es en capacité d'aller passer certaines barrières. Donc, je pense typiquement, avec un Théo Lyon, pour être assez direct, son marathon, je m'en moque assez royalement. Le 10 Théo. Mais c'est juste que typiquement, ce genre de contenu, je vais plutôt aller chercher vers des influenceurs qui font du divertissement parce qu'ils ont cette capacité à raconter, quoi. À faire des choses, etc. Et en fait, en gros, avec Théo Lyon, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me parle de son business, il me parle de tout ça, etc. Son à côté, etc. Je vais pas du tout être sensible. Alors moi, je kiffe parce que j'ai suivi depuis le départ, et tu vois, avec des trajectoires, même si il va un peu plus vite que nous, des trajectoires assez similaires. J'aime bien aussi voir, et je peux suivre des sujets de ce type. Donc, je pense qu'il y a aussi pour plein de typologies, on ne regarde pas tous la même chose, et je pense que sur en fait, des typologies de personnes qui, en gros, tu t'attaches autour de la personne et ce qu'elle revendique, et donc après, je trouve que des fois, les à côté, tu peux quand même aller piocher dedans. Et moi, je suis curieux parce que je me suis rendu compte que je suivais aussi pas mal de gens qui étaient dans cette démarche-là, parce que je la trouve, comme toi, assez fascinante, et au fond, ça ressemble beaucoup aux séries que tu vas regarder à la télé. En vrai, il se passe des trucs, tu as des enjeux, tu as envie de savoir si la personne elle va réussir, pour peu qu'elle soit à peu près appréciable. Tu as envie, tu vois, tu es un peu dans son corner à dire allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu vois, carrément, tu te sens concerné, que ça réussisse. Et par contre, je me suis rendu compte aussi que les mecs que je trouve qui sont trop parfaits, je pense, on en a beaucoup parlé de Nick Baer. Tu vois, le gars, athlète hybride, le mec est un monstre, il soulève de la fonte, il court des marathons en 2h30. Apparemment, c'est un papa incroyable et sa boîte, elle fait 50 millions et tout. Au bout d'un moment, je me dis, fait chier, quoi. Enfin, genre, c'est inatteignable. Genre, tu te reconnais pas dans ce que le mec donne à voir parce qu'en fait, tu dis, mais je pense jamais. Il y a des steps, quoi. Mais jamais j'aurais sa vie, tu vois. Jamais j'aurais son physique. Jamais par procuration, tu vois. En fait, je pense que les gens qui consomment aussi ce genre de contenu, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont jamais pouvoir l'atteindre potentiellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent par procuration les trucs. Nous, on n'est pas trop par procuration. Non. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les X. C'est un autre sujet. Et faut plus le short pas. Mais non, mais je pense. Parlez Twitter, hein, bien sûr. Twitter, souvent on dit X, mais et souvent, je sais pas où on en était, mais je pense qu'il y a deux typologies aussi de personnes. Et nous, on aime bien faire les choses, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, on aime bien faire les choses, et versus des gens qui postent pas et qui sont vraiment consommateurs et qui se disent bah voilà, moi je kiffe ça live son truc et je vis un peu par truc un peu aspirationnel. Je pense qu'il y a deux typologies un peu de moi tu vois, sur ce genre de contenu, moi je consomme beaucoup, c'est des gens qui ont des par exemple des quêtes à réaliser. Typiquement par exemple Stirfest, on devait créer ce genre de contenu, c'est comment on chope Wahoo en 6 mois et en fait on documente cette quête là, les galères qui peuvent arriver, etc. et vraiment avoir ce truc de si t'avais des arcs, quoi. Ouais, exactement, comme dans documenter nos conquêtes clients. Mais en fait, c'est là que aussi la limite, et je pense que dans le team public, c'est building public. C'est le côté comment on fait pour réussir à documenter sans vraiment livrer tous les coulisses. Parce qu'en fait, imaginons, nous on bosse, je sais pas, sur un cas comme Wahoo, en fait, on va apporter beaucoup d'informations pour nos concurrents. C'est genre c'est royal, et du coup c'est vraiment ce cap là psychologique à passer, de se dire dans tous les cas en fait c'est pas l'idée qui va faire la différence, c'est comment on va réussir à le mettre en place. Par exemple, les marchés Stirfest, on a cette capacité de se dire en vrai on a des bonnes idées parce que derrière on a une machine qui peut les mettre en place, etc. Et n'importe quelle autre boîte qui voudrait mettre en place ce qu'on met, c'est impossible parce qu'ils sont pas construits pareil. Et donc est-ce que si on donne même tous les ingrédients, je suis pas sûr que d'autres agences pourraient le refaire, tu vois. Mais c'est là rien qu'à cause ou grâce à notre fonctionnement, à notre ADN, à qui on est, quoi. Mais psychologiquement, je trouve que c'est le truc le plus difficile à passer. T'as peur de donner des billes à tes concurrents. Et tu vois, par exemple, moi je sais que un truc avec lequel j'ai du mal, c'est que j'ai aucun problème à avoir la posture du prof. Donc des vidéos comme celle que je fais aujourd'hui où je dispense, tu vois, du truc, mais je pourrais en chier toute l'année. Enfin, genre, c'est mais zéro sujet. J'aurais toujours des trucs à dire, j'aurais toujours des trucs à raconter. Mais par contre, je me rends compte que c'est un peu aseptisé, tu vois. Tu mets une barrière entre toi et les personnes qui te regardent, parce qu'en fait, tu as un truc de je sais et je transmets, j'essaie de le faire d'une façon qui fait que ce sera utile et tu peux repartir avec un truc et tu peux le mettre en pratique dans ta vie dès demain. Mais je me rends compte que
tu crées pas de lien, tu vois. Et j'ai vachement de mal à laisser tomber, tu vois, à abaisser, on va dire, la barrière et à livrer des trucs qui sont beaucoup plus personnels parce que je pense au fond, j'ai peur de passer pour un tocard, tu vois. Vraiment, je pense que mon plus gros frein, c'est pas tellement le jugement que les gens pourraient avoir sur moi, parce qu'en vrai, la plupart des gens, ils me le diront pas en face et on le saura pas et on s'en fout. Ça parle déjà, donc on s'en fout. Mais tu vois, même des fois, je pense que je suis presque moins à l'aise avec ce que ça raconte de moi. Pour tu toi, vois. quoi. C'est un truc de être en mesure d'admettre Je veux pas tomber là-dedans. mes échecs ou mes défauts ou mes machins ou mes trucs. Bah, c'est plus que le reconnaître publiquement, ça les rend hyper concrets, tu vois. Après, les gens je sais qui pas, font parce que ça, tu sais, souvent, ils admettent leurs échecs, Ouais. mais parce qu'ils ont réussi après. En fait, souvent, c'est Ouais, pas c'est- juste. c'est stage, quoi. C'est pas j'ai échoué et basta, je suis en Ouais. galère là maintenant, les gars. Ouais. En fait, c'est toujours après, il y a le storytelling où à la Ouais. fin, t'as le truc en mode T'as la le pienne, phoenix, tu quoi. vois. Genre, C'est un Disney. Et à la fois, j'ai pas envie de tomber dans un truc aussi. Tu vois, moi, je déteste le pathos. Ouais. Demain, je supporterais très mal que les gens, genre, se prennent de sympathie pour moi, mais un peu par pitié, tu vois. Genre, c'est c'est un pire. truc que je pourrais pas, tu vois. Non. Donc, il y a aussi ce truc de tant que j'ai pas la solution, j'en parle pas. Tu vois. Ouais. Je suis très comme ça. Je suis confronté à une difficulté. Je suis conscient de la valeur qu'il y a à en parler parce que je me dis que je serai sans doute pas le seul et que ça servira à d'autres gens. Mais par contre, j'en parlerai le jour où je l'aurai surmonté. Et je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Après, il y en a pas mal quand même dans le build-in public où c'est pas. Tu vois, c'est quand même ce qu'ils ont tiré du dernier mois. Tu vois. C'est pas non plus à l'instant T. C'est-à-dire que c'est filmé à ce moment-là, mais dire voilà, ce que j'ai appris, c'est ça. Et donc, je pense que là-dedans, peut-être l'élément qui manque, c'est ce que j'ai appris et dans quel contexte. Et en fait, c'est ce contexte-là qui fait que, bah, ok, t'as créé une boîte. Tu commences avec X la nombre de leçon. personnes avec, qui fait, Tu commences avec l'apprentissage. et tu Et te tu dis back avec comment- l'histoire, quoi. En fait, je me dis, si je vois quelqu'un qui me raconte quelque chose et j'ai pas encore d'accroche avec lui, bah, j'aurais peut-être du mal à. Je donnerais pas de poids forcément à ce qu'il me dit, alors que si je sais qu'il a pu monter une agence de 40 personnes qui fait 2,5 millions, bah, automatiquement, je vais me dire, ok, il a réussi en 4 ans à faire quelque chose C'est pas un peut-être tocard, quoi. que moi, j'ai pas réussi à faire, et donc. Comment il a réussi à faire ça, c'est quoi les difficultés qu'il a eues et peut-être les difficultés que moi j'aurais. Parce que tu vois, par exemple, moi, la différence, je pense que j'aurais pas en fait envie de créer de lien avec les personnes, dans le sens où, en fait, moi, c'est un des contenus qui m'intéresse, mais c'est pas pour autant que je vais me dire, bah, cette personne-là, je vais suivre toute son aventure. Ouais. Je suis content d'avoir des brides d'informations de temps en temps et d'avoir un peu l'update de tout ça, mais par contre, aller me dire, bon, bah, en fait, ça va être C'est pas un informant. feuilleton, quoi. Ouais, Tu exactement. vas pas y aller toutes les Tu vois, par semaines. exemple, j'aimerais bien, tu vois, avoir les coulisses de la création et l'innovation d'un produit pour une marque, mais c'est pas pour autant que je vais Ouais, suivre la suivre, marque au ouais. quotidien, etc. Ouais. Mais plus parce que je pense que c'est un format, je trouve, qui est hyper intéressant pour raconter des histoires, raconter ou faire intégrer le conso ou les collaborateurs dans l'histoire. Mais par contre, je pense que si tu fais que ça, tu arrives dans un côté, je pense, un peu feuilleton. Ouais. Et Moi, j'ai du mal avec le côté voyeurisme aussi qui peut vite arriver si tu fais pas gaffe dans ce truc-là, tu vois. Moi, j'ai le sentiment des fois qu'on tourne un peu en rond, tu Il faut vois. que ça soit un peu voyeuriste, hein, je pense. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est ce côté un peu Ouais. rentrer dans Intimité, l'intimité. quoi. Bah oui. Ouais. Et c'est là que ça fonctionne. Et C'est pour ça que il y a beaucoup d'influenceurs qui pop quand ils ont une merde. C'est-à-dire, Oui, vraiment, oui, tu as une, oui. une maladie, ou alors, je sais pas, ils vont faire un truc, un homme qui se fait greffer les cheveux, une femme qui se fait refaire Ouais. la poitrine, bah, tu as une augmentation de la communauté parce qu'ils ont une problématique qui concerne potentiellement plein de gens. Ouais. Et donc, tu as plein de trucs comme ça où, je sais pas, avec leurs enfants, tu te rends compte que quand tu fais une story où tu dis je galère avec mon enfant là-dessus, ou alors ça se passe trop bien avec mon enfant, ça se passe trop bien, tu feras Tout le monde 2 s'en ou 3 fout. fois moins Ouais. de vues parce que les gens, en plus, ils ont envie d'aider et c'est plutôt positif, donc ils vont te donner. est-ce qu'ils ont envie Faire des d'aider conseils. ou Ou parce c'est qu'ils le vont, drama, tu vois. ou ils Il vont y a le un peu des partager, deux. ils vont le Ouais. partager à plein d'autres personnes pour Je dire pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Ah, Ouais. je suis content que. En fait, t'es entre comme tout le guillemets, monde. ouais, ouais, T'es comme tout le monde, Parce que, toi aussi, tu galères. parce que quand on le regarde du coup Il y a un peu typiquement de ça. avec sur Twitter tout ça, mais tu vois, je prenais l'exemple de Secret Story où là pour le coup c'est bullying public hein. Ouais, ils font pas que building public, mais ouais. Et je trouve hyper intéressant d'avoir ce côté où les gens, quand ils commentent le truc sur Twitter avec vraiment le réflexe de se dire mais aujourd'hui il s'est passé ça, et en fait ils extrapolent du coup des réactions, etc. Ils créent des problèmes où il n'y en a pas, etc. Et je pense qu'aujourd'hui naturellement
il y a toute une partie cachée sur les réseaux sociaux qu'on voit pas. C'est les conversations que les gens ont entre eux. Ouais. Quand ta story elle est partagée, quand ta publication parle de toi et tu dis mais pourquoi les gens ont enregistré ces publications là? Ben en fait c'est parce que potentiellement, après moi, je vois le côté pessimiste, mais potentiellement il y a X personnes qui se sont dit putain en fait il faut que je la retienne parce que quand je vais aller me bouffer avec telle personne, il faut que je parle de ce sujet là. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui les premiers, c'est pour ça que moi je suis un peu moins fan du bullying public si t'as pas un truc ultra authentique et presque moins préparé, ou tu vois genre j'aime beaucoup là en ce moment, j'ai une digression mais Forever Vacation, du coup la marque j'allais vous poser la question de savoir s'il y avait des gens que vous trouviez intéressants qui exploitaient ce format là et qui s'est lancé sur YouTube, il fait que ça etc. Et en fait la façon de produire, de monter etc. C'est un peu à l'arrache. Et du coup, je me sens proche du truc. Je me dis pas. Je me sens à l'arrache, mais en tout cas que ça soit hyper authentique et simple à produire. Et du coup, tu vois, quand je regardais les vidéos, quand tu regardes un peu les commentaires, et la communauté est hyper bienveillante, etc. Et en fait, quand tu vas creuser sur la marque, pareil, la communauté est hyper bienveillante. Mais en fait, tu te rends compte que c'est plein de personnes qui voudraient faire la même chose. Qui posent des questions et en fait qui sont vraiment dans ce côté je regarde pas parce que ton aventure m'intéresse mais parce que là typiquement par procuration je rêve de le faire et du coup je vais tirer un avantage ou tirer des informations, des petits conseils secrets disséminés dans les vidéos etc. Et en fait il y a cette attente et je pense que typiquement moi si je devais consommer du contenu de Théo Lyon etc. Je pense que j'écouterais. Mais toujours avec ce côté, qu'est-ce que je pourrais en tirer, ouais, c'est sûr. Et du coup, peut-être j'avais une phrase qui va faire un déclic et qui va me dire, bon, bah tiens, je vais vous envoyer un message sur Messenger, en mode, il a dit ça, je trouvais ça intéressant. Mais je vais pas y aller avec un truc de me dire, bah ça m'intéresse, j'ai envie de savoir comment voter au Lyon. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence, c'est quand tu as le côté peut-être entrepreneur et tu cherches à avoir peut-être des choses qui font tilt chez toi, ou alors si tu es en mode divertissement et tu vas sur une marque où... soit tu as le côté entrepreneur et tu veux faire la même chose qu'une marque, mais tu vois, des marques qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre portefeuille, c'est des grosses marques. Avant de construire des boîtes de cette taille-là, c'est compliqué. Et donc, comment tu arrives à une échelle un peu plus basse à le faire sur un produit? Même on disait, nous, sur une agence, ok, on va documenter un appel d'offres chez Tirefest. Comment ça se passe? Et on le fait building public. Je rebondis sur ce que tu dis là, parce qu'il y a deux trucs qui m'intéressent dans la conversation qu'on a là. C'est, vous l'avez brièvement évoqué, mais c'est le côté la forme. Donc en fait, il faut que ça paraisse un peu scrappy, c'est lo-fi, mais volontairement, etc. Exactement. Et je trouve ça cool parce que ça enlève une pression de plus simple à produire en plus. Voilà, je me fais pas chier à... Ça sort plus vite. Et le deuxième truc, c'est que je me pose toujours la question est-ce qu'il faut qu'il y ait une... C'est quoi le plus efficace entre quelque chose où il y a une date de fin presque qui est identifiée, exemple, on présente à telle marque à telle date, on va documenter tout ce qu'on va mettre en place pour essayer d'aller les choper, versus un truc de, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour Boy Coffee, là, le mec a son compte, où il n'y a pas de fin en fait, c'est je bootstrap ma marque de café pour voir jusqu'où je peux l'emmener, et je vais documenter tout le truc. Mais le jusqu'où je peux l'emmener, aussi bien ça peut durer 15 ans, parce qu'en fait le mec il va continuer, et dans 15 ans c'est Starbucks, tu vois. Et à la fois c'est incroyable parce que le mix des deux, quoi. Et à la fois c'est incroyable parce que tu te dis putain mais en fait ça se trouve il y a pas enfin moi je suis le premier, quand ma série préférée s'arrête je suis trop déçu, tu vois. Donc demain de te dire que tu as quelque chose qui peut potentiellement durer hyper longtemps parce que voilà, je suis toujours après, partagé c'est plus la lassitude parce qu'on l'a tous fait, tu vois, on a suivi des gens et puis des fois tu commences à les suivre un peu moins. Il y a d'autres personnes qui viennent et ça t'empêche à un moment de retomber aussi dedans. Donc tu vois, par exemple là-dessus, le documentaire d'Orelsan, où je trouve qu'il y a vraiment cette énergie-là, où tu le vois, il a toute la quête pour réussir à produire son album, les difficultés et tout. J'ai kiffé le consommer très rapidement, condensé là-dessus. Si Orelsan faisait que ça toute la journée sur ses réseaux sociaux, je pense que je m'en lasserais assez vite. Parce que, en vrai... je kifferais, tu vois, alors à l'inverse, je kifferais, tu vois, avoir des brides et pouvoir le voir et des fois, je trouve que le temps permet aussi, tu vois, des fois de... Mais moi, je pense qu'il faut... J'ai besoin de consommer... Après, c'est mon usage perso. J'ai besoin de consommer beaucoup de choses différentes. Et typiquement... Et ça parle pas de Mais typiquement, si Orelsan faisait ça tout le temps, je pense que j'en louperais beaucoup d'informations de lui, etc. Alors qu'en fait, en vrai, si il le fait, je sais pas, une fois par trimestre, j'ai un condensé de ce qu'il a fait. Même exemple, c'est comme si tu me mettais les JO là toute la journée, etc. Avoir le petit résumé à la fin de la journée, c'est cool, tu vois. Et je pense que pour moi, j'ai vraiment ce truc de
les personnes qui se sont perdues, c'est parce qu'ils ont trop documenté. Trop de choses, trop dense. Peut-être du coup aussi dans les formats, hein, avoir juste une seule idée par vidéo, on va pas te donner trop d'informations, etc. Et derrière, faire des micro-quêtes. Moi, Casey Neistat, quand il faisait ses vlogs, je savais qu'en début de vidéo, il avait cette quête-là. Et bah du coup, ça me hypait. Et si la quête me hypait, je le regardais. Si ça me hypait pas, je passais à autre chose. C'est un truc que je trouvais intéressant, justement, quand il en parlait, de dire qu'un de ses enjeux, c'était il prenait sa journée et identifier c'est quoi le thème central autour duquel je vais faire tourner ma vidéo. Tu vois. Parce qu'au fond, dans la journée, il a peut-être fait 15 trucs différents, mais il en retient qu'un. Et c'est pas genre compte rendu exhaustif de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est passé ça. Et on va parler que de ça et on va concevoir la vidéo à travers ce prisme-là. Tu vois. Ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est pas mal ce que tu dis sur le fait de si c'est trop tout le temps en flux tendu, bah au bout d'un moment tu décroches quoi. Faut que ça soit digeste, je pense surtout. Tu vois, je pense donner le choix. Et garder du plaisir, tu vois, à pouvoir regarder que ça soit intense ou sur la longueur. Je pense que les deux peuvent plaire. Tu vois, on le voit, on a des typologies de consommation différentes et donc je pense qu'il faut surtout que ça fit aussi avec soi. Tu vois, en fait, parce que tu vois des créateurs, ils sont pas dit. Ah ouais, comment eux ils réfléchissent, ils se sont dit surtout c'est quoi le format qui me plaît le plus et voilà. Par contre là-dedans, je sais que je vais devoir amener de l'authenticité, être un peu vulnérable sur des choses sur lesquelles je voulais pas trop le partager, je vais devoir le partager, je vais devoir faire de la répétition sur mon business pour que les gens comprennent qui je suis, ce que je fais, c'est quoi mon quotidien. Et je pense qu'au début, il y a un vrai enjeu aussi de répétition pour ta première communauté qui arrive à te suivre, qu'elle comprenne, qu'il y a un peu de bouche à oreille qui se crée. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien dans ce que tu disais là aussi sur le imaginer un format que je vais prendre du plaisir à faire. Je prends l'exemple d'une chaîne YouTube qui a pop qui est à l'opposé de ce qu'on... En fait, c'est très contenu du quotidien dans la vie d'eux, mais qui est à l'opposé du craft. C'est The Life of Riza. Je pense que vous avez peut-être vu cette chaîne YouTube, qui a explosé en l'espace de quelques mois, mais qui fait des trucs mais esthétiquement incroyables. Genre, c'est du cinéma, quoi. Ouais. Mais par contre, du coup, ça implique une contrainte qui est je peux pas en sortir tous les jours, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que je vais peut-être faire une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Et en fait, je pense que entre ce qui me plaît en termes de format et ce que je veux raconter sur le fond, je pense que c'est là en fait que tu vas trouver ta balance. Il faut que ça serve, quoi. Tu vois, en fait, si tu kiffes le cinéma et ton enjeu, c'est surtout d'avoir ce grain-là et que tu veux en fait parler à des gens qui kiffent ça, tu fais ça. Et c'est vrai que si tu as envie de parler à d'autres typologies ou sur d'autres messages, parce que faire les deux, c'est compliqué. Sur YouTube, du coup, parce que c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, le parti vlog. Et du coup, il y a deux camps. Deux camps, mais en fait, il y a le vlog qui est... Tu racontes ta journée ou ton mois, etc., qui est très documenté, etc. Et tu as le studio vlog, où tu sais que tu as une activité dans ta journée que tu vas devoir documenter. Et c'est plutôt elle ce qu'elle fait. Où en fait, en gros, elle va avoir son activité. Et les artistes font ça beaucoup. Je dois peindre cette toile-là. Du coup, ça va être... Je vous emmène avec moi. Et j'ai regardé un peu tous les créateurs qui faisaient ça. En fait, souvent, ceux qui veulent faire un truc léché, du coup partent sur un studio vlog où en fait c'est vraiment une seule activité, ça peut être simple à produire et aussi, du coup dans tu peux travailler ton cadrage, ta compo, ton machin, mais c'est une vidéo qui va durer 10 minutes qui correspond à 2 heures de leur journée versus des influenceurs qui feraient des vlogs où là ils documentent toute leur journée et du coup là ils ont 4-5 heures de rush, ils vont aller ça, donc c'est vraiment un truc. Et Casey Neistat, il avait cette force de réussir à combiner les deux, où derrière en fait il avait ses séquences studio vlog où il faisait des très beaux plans et après le reste il était en skate dans New York et il faisait sa vie, etc. Et je pense qu'il a créé la rigueur, et je pense que peut-être c'est un des points aussi qui est important, c'est comment toi tu t'as fait en sorte de réussir à produire un contenu par jour, parce qu'en fait tu t'es pas laissé le choix, tu as créé de la rigueur, peu importe le sujet. Tu t'es dit, je vais réussir à trouver un angle qui va me permettre d'émerger, de me faire connaître, etc. Et je pense que dans le côté, building public, il y a le côté où des fois, tu n'as rien à dire. T'as pas envie de parler, t'as pas envie de dire des choses, t'es pas dans le mood de te livrer et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Et je pense que c'est là où il y en a plein qui vont arrêter. Et ben tu vois, moi c'est un sujet sur lequel je trouve ça intéressant, c'est que j'ai un truc par rapport au building public qui me trotte dans la tête, qui est notre ami Alex Hormozy, qui a dit un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que quand tu parles de ton expérience, et ça c'est peut-être une des raisons principales qui me motiverait à le faire, quand tu parles de ton expérience et de ce que tu as fait,
personne peut le remettre en question. Et c'est un peu la limite de mon contenu, celui que je produis à date, qui est ce fameux truc très pédagogique de je suis hyper convaincu par ce que je raconte, sinon je le dirais pas. Mais tu peux toujours remettre en question ce côté, la posture du sachant, le mec qui, machin, etc. Par contre, exemple très concret. 3 tips sur comment perdre du 10 kilos en 30 jours. Voilà. Tu peux te dire, ouais, c'est bullshit, machin, etc. Par contre, si tu dis, voilà comment moi j'ai perdu 10 kilos en 30 jours, bah, j'ai bouffé des flocons d'avoine tous les matins, j'ai marché 10 000 pas par jour et x, y, z. Bah, si c'est toi, ce que tu as fait toi, personne ne peut le remettre en question. Tu vois. On peut en discuter sur le fait de savoir si tu penses que c'était la meilleure manière d'y arriver ou pas, mais tu peux pas dire que c'est faux puisque c'est ce que j'ai fait et je te rapporte ce que j'ai fait. Je suis pas là en train de te dire, fais ça. C'est pas... C'est pas comment fait ton premier entre guillemets million, voilà, tu vois, c'est comment j'ai fait, fait ça. Et en fait là du coup il y a plus de place au débat et je trouve que ça enlève un poids aussi par rapport à ce truc de l'imposteur où tu te dis bah des fois je vais donner des conseils, j'ai beau en être convaincu, est-ce que c'est les meilleurs conseils, je sais pas. Par contre si je fais un retour d'expérience, bah c'est difficile de venir renégocier le truc. Et tu vas toucher une audience différente. Tu vas plus être avec que des gens qui veulent faire le million, mais des gens qui veulent suivre ton aventure. Et du coup, là, plutôt avec le côté voyeuriste, etc., à se documenter là-dessus. En fait, il y a une difficulté aussi, tu vois, dans les exemples qu'on a, il y a quand même, j'ai l'impression, un marqueur qui est souvent YouTube. Des fois aussi, pour créer de l'affect avec une communauté, il faut que la communauté passe du temps. Avec toi et sur du format des fois sur un short où tu te dis putain j'ai 30-45 secondes pour faire passer un message, en fait t'extrais souvent des choses et donc comment t'arrives à avoir peut-être des formats t'es pas obligé de faire des formats longs 60 formats longs en 60 jours hein. Mais il y a sûrement un sujet aussi sur comment une strat un peu multiplateforme arrive à structurer une vraie strat de building public. Ou alors, on en revient à cet entonnoir. Tu as ton contenu long en haut, et ton tu contenu viens long qui alimente le reste. Mais ça reste soit du temps, soit des moyens. Tu sais qu'une vidéo de 20-30 minutes, même si elle est peu produite, il faut quand même un peu écrire le truc, savoir comment tu vas la structurer, avoir les idées au clair, faut être en forme quand tu la fais, faut avoir l'énergie pour la faire, c'est aussi plein de trucs comme ça. Et tu passes forcément du temps, soit à scripter le truc en amont, et donc tu délivres, mais tu vois, tu as quand même cette phase de je collecte, je synthétise, et après tes 2-3 heures avant, et puis c'est aussi des réflexions permanentes. Soit c'est du temps en PP, c'est-à-dire que j'ai ramassé plein de rushs, et je vais structurer mon discours a posteriori sur mon banc de montage, mais dans tous les cas, ça suppose d'y passer du temps. C'est pour ça que c'est bien les podcasts. Ouais, le podcast. Et tu vois, c'est un truc auquel je réfléchissais. Je sais pas si vous vous souvenez de ce format que j'avais testé à un moment où genre c'était un rush. J'en ai eu trop. J'en ai eu plein. Et c'était un rush et t'avais comme un peu une note vocale qui popait à l'écran. Et après, c'est cette forme de micro-podcast, tu vois. C'était hyper simple de me dire, j'enregistre un vocal de 1 minute 30 dans lequel je vais garder 45 secondes, et après c'est un rush un peu joli, l'image un peu sympa, tu vois. Là, il y a un créateur qui a fait ça, qui, du coup, l'ancien podcasteur de Nouvelle École, du coup, qui a son compte artiste, c'est l'enfant. Qui revient. Et en fait, en gros, ça faisait hyper longtemps que je le suivais, mais pas de manière assidue, etc. Et en fait, là, je suis tombé sur un de ses réels qui était assez cool, c'est lui qui marche dans la rue. Et qui explique sa problématique en mode là j'ai des gens qui me suivent, etc., mais j'ai pas encore fait le cap pour réussir à être vraiment connu et pouvoir vivre de ma musique, etc. Et en fait il se livre de manière hyper personnelle avec son iPhone qui est tenu comme ça parce qu'il a un peu honte de se filmer comme ça dans la rue, etc. Il est avec ses écouteurs et tout, et en fait c'est marrant parce que quand je regardais les commentaires, tout le monde faisait un peu le comeback et tout le monde lui a posé la question en disant non mais t'es trop fort, tu devrais faire des podcasts et tout, et il a mis le truc en mode j'avais un podcast avant qui s'appelait Nouvelle École, et en fait il a réussi à allier du coup quelque chose qu'il faisait très bien à l'époque, qu'il a un peu renié de son côté ou en mode je veux pas le faire, et là en fait il a réussi à recréer du lien avec sa communauté juste en faisant un truc parce que il a les idées claires, il sait s'exprimer de manière bien, et avec un truc craft où tu te dis putain, ça va être... Au départ je pensais que ça aurait été un mec qui est en train de se plaindre, en fait pas du tout, en fait il est juste hyper lucide en mode un constat en disant en vrai je pense qu'on est plein comme ça, on pose la question est-ce que ça vaut le coup que je continue, mais en même temps je suis à la limite de me dire est-ce que je dois continuer, etc. Et moi qui m'intéresse pas énormément à la musique, mais il a réussi à me hyper, et là je me suis maté du coup ces 4 derniers reels, je suis retourné dans son feed pour voir où il en était, etc. Donc des fois juste une vidéo comme ça faite sur sur un coup de tête de faire le truc, je trouve ça cool. Moi, je crois beaucoup en ça, justement, ce type de contenu. C'est-à-dire que les influenceurs ont beaucoup fait de contenu, tu vois, authentique, mais qu'en story. Et leur feed était presque un peu trop fake, taffé, avec plein de sponsors.
Et en fait, de se dire comment, en fait, ce que tu fais en story, T'arrives cette à authenticité, tu arrives à le mettre un peu plus en Reels. Je pense que la story, en plus, sous couvert du truc très éphémère, Bah ouais, tu c'est peux hyper faire plus de simple. Tu conneries. vois, tu peux te dire plus facilement, bah, au pire, si je suis pas à l'aise, dans 24 heures, c'est disparu et il y aura pas de trace. Quoi. Ça me fait penser à nos stories de soirée. Ouais. T'es content que ça dure que 24 heures. Mais du coup, je trouvais ça marrant parce que du coup, il y a une influenceuse, je vais pas envie de dire de bêtises son nom, je crois que c'était Alexandra Guérin ou un truc du genre, mais en fait, en gros, elle avait montré du coup les stats de son dernier Reels versus les stats qu'elle avait fait en story. Ouais. Et du coup, elle avait beaucoup plus de vues en story que c'est sur ouf, un hein. Reels. Ouais. C'est-à-dire que les gens la suivaient beaucoup plus pour son contenu story que pour son contenu quotidien. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait. Il y a sûrement un truc là moi, je pense qu'il va changer. On le voit assez Mm. peu encore chez les créateurs de contenu français, mais moi, je trouve que ce type de contenu va popper. Hein. Bah ouais, C'est assez simple à produire, c'est hyper authentique. T'as envie, tu vois, de savoir. Je pense que ça reste encore, tu vois, une 32 minutes, tu vois, max. Et encore, peut-être que demain, ça fera plus. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est sur comment passer le cap. Parce que moi, typiquement, ce genre de format, c'est un truc que je sais que je pourrais pas le faire parce que je serais pas assez à l'aise pour le coup pour parler à ma caméra et dire le truc. Tu vois, les stories facecam, c'est vraiment mon enfer, quoi. C'est ta hantise. C'est mon hantise parce que je me sens con, hein, typiquement, quand je le fais. Il y a vraiment c'est dur. ce truc-là. Tu parles à ton téléphone, quoi. Mais en même temps, tu vois, je pense que c'est un truc où à quel moment tu peux réussir à passer le cap. Et je me posais la question. Faut le faire, faut tester, quoi. Je pense que via le canal Insta, le faire devant peu de personnes, ça serait un bon moyen pour entraîner. Et je pense que du coup. Est-ce que Ben, là, tu actes que tu vas le tester sur ton canal? Ouais, dans 2-3 mois, ça me laisse du temps. 2-3 mois, ok, très bien. Parfait, donc comme on enregistre bientôt. Moi, je voulais me plonger dans ton canal et voir En ton octobre. quotidien Non, d'artiste. mais non, pour le coup, c'est un truc où je m'étais posé la question. Parce que du coup, j'essaie le tatouage, etc. Et me dire, est-ce que je documente ce truc parce que ça me forcerait à créer du contenu. Et en vrai, je me suis dit flemme parce que j'ai pas besoin d'avoir de contenu. Ma quête, c'est pas de créer du contenu, d'être connu sur les réseaux sociaux. T'as pas vocation à devenir tatoueur. Donc, pas. Encore besoin de toi. Donc, en fait, il y avait ce truc de se dire, est-ce que project. non, mais est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ou pas? Et en fait, la meilleure raison que j'avais, c'était de le faire tranquille dans mon coin, m'amuser parce que ça m'amuse. Et j'ai pas le documenté. Par contre, il y avait ce truc de se dire, l'outil, le canal sur Insta, je pense que ça peut être un bon moyen de faire des updates à mes potes, qu'est-ce que je fais, etc. Mais le voir plutôt de cette manière-là. Et je pense que typiquement, une marque pourrait avoir ce côté authentique. Et je pense que c'est un bon moyen, on en avait parlé dans un peu. Mais que les chefs de produits, on puisse commencer à documenter. Peut-être même Tierfest, ça serait cool d'avoir un canal Tierfest dans lequel nous, on prend la parole en tant que dirigeant et derrière, on puisse mettre des notes, mettre des informations un peu exclusives sur l'agence. Ça pourrait être sympa, mais les soirées Tierfest, ça pourrait être intéressant que ça dispo. C'est pareil, le lendemain, tu retournes dans le channel, tu dis. Tu peux remettre sur le canal. L'invitation à des soirées privées sur Tierfest. Je parlais pas des documenter les soirées. Tous les téléphones sont déposés à l'entrée. Avec un boîte scellée. Mais je pense qu'en fait, on a un truc où. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se jeter dans le grand bain direct. Toi, tu le fais parce que. Après, il faut l'essayer. Je pense qu'au départ, c'est hyper difficile de parler à son téléphone et plus tu le fais, c'est comme tout, tu vois. Plus tu le fais, plus. En plus, le gros avantage de ça, c'est que tu peux le tester tout seul et regarder. Mais le plus gênant, c'est le regarder. Mais en fait, faut passer ce cap, quoi. Thomas, il adore se regarder. Je me mire, mais à longueur alors qu'au de début, journée. il avait des difficultés. Donc, tout est possible. Tout est possible. Putain, les gens vont me prendre pour un vieil égocentrique. Moi, j'essaye de. C'est au max. Faut pas être à côté de Glenn dans les podcasts, c'est tout. Voilà. Exactement. Autre chose à ajouter, messieurs? Non, tout va bien. Donnez-nous votre avis sur le building public. Qui le fait bien? Qu'est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous aimez voir, pas voir? Les trucs cringe que vous avez vu passer. Ça nous évitera de faire des erreurs. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut. Salut l'équipe.